Stendhal, Le Rouge et le Noir, Chronique du XXe siècle, 9, livre 1er, chapitre 8. Petit événement. Dender Worsize, The Deeper for Suppression. And Stolen Glances. Sweeter for the Theft. And Burning Blushes, though for no transgression. Do Juan, c. I. 574. L'angélique douceur que Madame de Rênal devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre Élisa. Cette fille fit un héritage, alla se confesser au curé Chélan et lui avoua le projet d'épouser Julien. Le curé eut une véritable joie du bonheur de son ami, mais sa surprise fut extrême, quand Julien lui dit d'un air résolu que l'offre de mademoiselle Élisa ne pouvait lui convenir. « Prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur, dit le curé fronçant le sourcil, je vous félicite de votre vocation, si c'est à elle seule que vous devez le mépris d'une fortune plus que suffisante. Il y a 56 ans sonné que je suis curé de Verrières, et cependant, suivant toute apparence, je vais être destitué. Ceci m'afflige, et toutefois j'ai 800 livres de rente. Je vous fais part de ce détail afin que vous ne vous fassiez pas d'illusions sur ce qui vous attend dans l'état de prêtre. Si vous songez à faire la cour aux hommes qui ont la puissance, votre perte éternelle est assurée. Vous pourrez faire fortune, mais il faudra nuire aux misérables, flatter le sous-préfet, le maire, l'homme considéré, et servir ses passions, cette conduite, qui dans le monde s'appelle savoir-vivre, peut, pour un laïc, n'être pas absolument incompatible avec le salut, mais, dans notre état, il faut opter, il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre, il n'y a pas de milieu. Allez, mon cher ami, réfléchissez, et revenez dans 3 jours me rendre une réponse définitive. J'entrevois avec peine, au fond de votre caractère, une ardeur sombre qui ne m'annonce pas la modération et la parfaite abnégation des avantages terrestres nécessaires à un prêtre, j'augure bien de votre esprit, mais, permettez-moi de vous le dire, ajouta le bon curé, les larmes aux yeux, dans l'état de prêtre, je tremblerai pour votre salut. Julien avait honte de son émotion, pour la première fois de sa vie, il se voyait aimé, il pleurait avec délice, et alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus de Verrières. Pourquoi l'état où je me trouve ? Se dit-il enfin, je sens que je donnerais 100 fois ma vie pour ce bon curé Chélan, et cependant il vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. C'est lui surtout qu'il m'importe de tromper, et il me devine. Cette ardeur secrète dont il me parle, c'est mon projet de faire fortune. Il me croit indigne d'être prêtre, et cela précisément quand je me figurais que le sacrifice de 50 louis de rente allait lui donner la plus haute idée de ma piété et de ma vocation. À l'avenir, continua Julien, je ne compterai que sur les parties de mon caractère que j'aurai éprouvées. Qui m'eût dit que je trouverais du plaisir à répandre des larmes ? Que j'aimerais celui qui me prouve que je ne suis qu'un sot. 3 jours après, Julien avait trouvé le prétexte dont il eût dû se munir dès le premier jour, ce prétexte était une calomnie, mais qu'importe. Il avoua au curé, avec beaucoup d'hésitation, qu'une raison qu'il ne pouvait lui expliquer, parce qu'elle nuirait à un tiers, l'avait détourné tout d'abord de l'union projetée. C'était accuser la conduite d'Élisa. Monsieur Chélan trouva dans ses manières un certain feu tout mondain, bien différent de celui qui eût dû animer un jeune lévite. « Mon ami, lui dit-il encore, soyez un bon bourgeois de campagne, estimable et instruit, plutôt qu'un prêtre sans vocation. » Julien répondit à ces nouvelles remontrances, fort bien, quant aux paroles, il trouvait les mots qu'eût employés un jeune séminariste fervent, mais le ton dont il les prononçait, mais le feu mal caché qui éclatait dans ses yeux alarmait monsieur Chélan. Il ne faut pas trop mal augurer de Julien, il inventait correctement les paroles d'une hypocrisie cauteleuse et prudente. Ce n'est pas mal à son âge. Quant au ton et au geste, il vivait avec des campagnols, il avait été privé de la vue des grands modèles. Par la suite, à peine lui eut-il été donné d'approcher de ces messieurs, qu'il fut admirable pour les gestes comme pour les paroles. Madame de Rênal fut étonnée que la nouvelle fortune de sa femme de chambre ne rendît pas cette fille plus heureuse, elle la voyait aller sans cesse chez le curé, et en revenir les larmes aux yeux, enfin Élisa lui parla de son mariage.
Madame de Rênal se crut malade, une sorte de fièvre l'empêchait de trouver le sommeil, elle ne vivait que lorsqu'elle avait sous les yeux sa femme de chambre ou Julien. Elle ne pouvait penser qu'à eux et au bonheur qu'ils trouveraient dans leur ménage. La pauvreté de cette petite maison, où l'on devrait vivre avec 50 louis de rente, se peignait à elle sous des couleurs ravissantes. Julien pourrait très bien se faire avocat à Bray, la sous-préfecture à 2 lieues de Verrières, dans ce cas elle le verrait quelquefois. Madame de Rênal crut sincèrement qu'elle allait devenir folle, elle le dit à son mari, et enfin tomba malade. Le soir même, comme sa femme de chambre la servait, elle remarqua que cette fille pleurait. Elle abhorrait Élisa dans ce moment, et venait de la brusquer, elle lui en demanda pardon. Les larmes d'Élisa redoublèrent, elle dit que si sa maîtresse le lui permettait, elle lui conterait tout son malheur. Dites, répondit Madame de Rênal. Eh bien, madame, il me refuse, des méchants lui auront dit du mal de moi, il les croit. Qui vous refuse, dit Madame de Rênal respirant à peine. Et qui, madame, si ce n'est monsieur Julien, répliqua la femme de chambre en sanglotant. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance, car monsieur le curé trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille, sous prétexte qu'elle a été femme de chambre. Après tout, le père de monsieur Julien n'est autre chose qu'un charpentier, lui-même comment gagna-t-il sa vie avant d'être chez madame? Madame de Rênal n'écoutait plus, l'excès du bonheur lui avait presque ôté l'usage de la raison. Elle se fit répéter plusieurs fois l'assurance que Julien avait refusée d'une façon positive, et qui ne permettait plus de revenir à une résolution plus sage. Je veux tenter un dernier effort, dit-elle à sa femme de chambre, je parlerai à monsieur Julien. Le lendemain après le déjeuner, Madame de Rênal se donna la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale, et de voir la main et la fortune d'Élisa refuser constamment pendant 1 heure. Peu à peu Julien sortit de ses réponses compassées, et finit par répondre avec esprit aux sages représentations de Madame de Rênal. Elle ne put résister au torrent de bonheur qui inondait son âme après tant de jours de désespoir. Elle se trouva mal tout à fait. Quand elle fut remise et bien établie dans sa chambre, elle renvoya tout le monde. Elle était profondément étonnée. Aurais-je de l'amour pour Julien, se dit-elle enfin. Cette découverte, qui dans tout autre moment l'aurait plongée dans les remords et dans une agitation profonde, ne fut pour elle qu'un spectacle singulier, mais comme indifférent. Son âme, épuisée par tout ce qu'elle venait d'éprouver, n'avait plus de sensibilité au service des passions. Madame de Rênal voulut travailler, et tomba dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle ne s'effraya pas autant qu'elle l'aurait dû. Elle était trop heureuse pour pouvoir prendre en mal quelque chose. Naïve et innocente, jamais cette bonne provinciale n'avait torturé son âme, pour tâcher d'en arracher un peu de sensibilité à quelque nouvelle nuance de sentiment ou de malheur. Entièrement absorbée, avant l'arrivée de Julien, par cette masse de travail qui, loin de Paris, est le lot d'une bonne mère de famille, Madame de Rênal pensait aux passions comme nous pensons à la loterie, du prix certain et bonheur cherché par des fous. La cloche du dîner sonna, Madame de Rênal rougit beaucoup quand elle entendit la voix de Julien, qui amenait les enfants. Un peu adroite depuis qu'elle aimait pour expliquer sa rougeur, elle se plaignit d'un affreux mal de tête. Voilà comme sont toutes les femmes, lui répondit monsieur de Rênal, avec un gros rire. Il y a toujours quelque chose à raccommodeur à ces machines-là. Quoiqu'accoutumée à ce genre d'esprit, ce ton de voix choqua Madame de Rênal. Pour se distraire, elle regarda la physionomie de Julien, il eût été l'homme le plus laid, que dans cet instant il lui eût plu. Attentif à copier les habitudes des gens de cour, dès les premiers beaux jours du printemps, monsieur de Rênal s'établit à Vergy, c'est le village rendu célèbre par l'aventure tragique de Gabriel. À quelques centaines de pas des ruines si pittoresques de l'ancienne église gothique, monsieur de Rênal possède un vieux château avec ses 4 tours, et un jardin dessiné comme celui des Tuileries, avec force bordure de buis et allées de marronniers taillés 2 fois par an. Un champ voisin, planté de pommiers, servait de promenade. 8 ou 10 noyers magnifiques étaient au bout du verger, leur feuillage immense s'élevait peut-être à 80 pieds de hauteur.
chacun de ces maudits noyers, disait Monsieur de Rênal quand sa femme les admirait, me coûte la récolte d'un demi-arpent, le blé ne peut venir sous leur ombre. La vue de la campagne sembla nouvelle à Madame de Rênal, son admiration allait jusqu'au transport. Le sentiment dont elle était animée lui donnait de l'esprit et de la résolution. Dès le surlendemain de l'arrivée à Vergy, Monsieur de Rênal étant retourné à la ville, pour les affaires de la mairie, Madame de Rênal prit des ouvriers à ses frais. Julien lui avait donné l'idée d'un petit chemin sablé, qui circulerait dans le verger et sous les grands noyers, et permettrait aux enfants de se promener dès le matin, sans que leurs souliers fussent mouillés par la rosée. Cette idée fut mise à exécution moins de 24 heures après avoir été conçue. Madame de Rênal passa toute la journée gaiement avec Julien à diriger les ouvriers. Lorsque le maire de Verrières revint de la ville, il fut bien surpris de trouver l'allée faite. Son arrivée surprit aussi Madame de Rênal, elle avait oublié son existence. Pendant 2 mois, il parla avec humeur de la hardiesse qu'on avait eu de faire, sans le consulter, une réparation aussi importante, mais Madame de Rênal l'avait exécutée à ses frais, ce qui le consolait un peu. Elle passait ses journées à courir avec ses enfants dans le verger, et à faire la chasse aux papillons. On avait construit de grands capuchons de gaz clair, avec lesquels on prenait les pauvres lépidoptères. C'est le nom barbare que Julien apprenait à Madame de Rênal. Car elle avait fait venir de Besançon le bel ouvrage de Monsieur Godard, et Julien lui racontait les muresses singulières de ces pauvres bêtes. On les piquait sans pitié avec des épingles dans un grand cadre de carton arrangé aussi par Julien. Il y eut enfin entre Madame de Rênal et Julien un sujet de conversation, il ne fut plus exposé à l'affreux supplice que lui donnaient les moments de silence. Ils se parlaient sans cesse, et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie, était du goût de tout le monde, excepté de Mademoiselle Élisa, qui se trouvait excédée de travail. Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, Madame ne sait donner tant de soin pour sa toilette, elle change de robe 2 ou 3 fois par jour. Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que Madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laissaient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. Jamais vous n'avez été si jeune, madame, lui disaient ses amis de Verrières qui venaient dîner à Vergy. C'est une façon de parler du pays. Une chose singulière, qui trouvera peu de croyance parmi nous, c'était sans intention directe que Madame de Rênal se livrait à tant de soins. Elle y trouvait du plaisir, et, sans y songer autrement, tout le temps qu'elle ne passait pas à la chasse aux papillons avec les enfants et Julien, elle travaillait avec Élisa à bâtir des robes. Sa seule course à Verrières fut causée par l'envie d'acheter de nouvelles robes d'été qu'on venait d'apporter de Mulhouse. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes. Depuis son mariage, Madame de Rênal s'était liée insensiblement avec Madame d'Herville qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Madame d'Herville riait beaucoup de ce qu'elle appelait les idées folles de sa cousine, seule, jamais je n'y penserais, disait-elle. Ces idées imprévues qu'on eût appelées saillies à Paris, Madame de Rênal en avait honte comme d'une sottise, quand elle était avec son mari, mais la présence de Madame d'Herville lui donnait du courage. Elle lui disait d'abord ses pensées d'une voix timide, quand ces dames étaient longtemps seules, l'esprit de Madame de Rênal s'animait, et une longue matinée solitaire passait comme un instant et laissait les deux amis fort gais. À ce voyage, la raisonnable Madame d'Herville trouva sa cousine beaucoup moins gaie et beaucoup plus heureuse. Julien, de son côté, avait vécu en véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Après tant de contraintes et de politique habile, seul, loin des regards des hommes, et, par instinct, ne craignant point Madame de Rênal, il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge, et au milieu des plus belles montagnes du monde. Dès l'arrivée de Madame d'Herville, il sembla à Julien qu'elle était son amie, il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a de l'extrémité de la nouvelle allée sous les grands noyers, dans le fait, il est égal, si ce n'est supérieur à ce que la Suisse et les lacs d'Italie peuvent offrir de plus admirable.
Si l'on monte la côte rapide qui commence à quelques pas de là, on arrive bientôt à de grands précipices bordés par des bois de chênes, qui s'avancent presque jusque sur la rivière. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic, que Julien, heureux, libre, et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis, et jouissait de leur admiration pour ces aspects sublimes. C'est pour moi comme de la musique de Mozart, disait Madame d'Herville. La jalousie de ses frères, la présence d'un père despote et rempli d'humeur avait gâté aux yeux de Julien les campagnes des environs de Verrières. À Vergy, il ne trouvait point de ses souvenirs amers, pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire, bientôt, au lieu de lire la nuit, et encore en ayant soin de cacher sa lampe au fond d'un vase à fleurs renversé, il put se livrer au sommeil. Le jour, dans l'intervalle des leçons des enfants, il venait dans ces rochers avec le livre unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne lui donnèrent alors, pour la première fois, quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action, il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes, en gesticulant, il toucha la main de Madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir, et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur.